Bonjour et bienvenue dans ce webinaire sur les évaluations. Donc, on va démarrer ce webinaire par une présentation de la démarche Energy Sprong pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et ensuite, je laisserai Florian Ras poursuivre pour vous présenter de façon globale quelles sont les évaluations réalisées par le CSTB. Et en conclusion, on fera des rapprochements justement avec la démarche Energy Sprong. Donc moi je me présente, Estelle de Rhône, donc je suis chef de projet sur le projet Energy Sprong France et je suis en charge de l'accompagnement des entreprises pour répondre sur les marchés Energy Sprong. Donc vraiment pour les accompagner à la fois à constituer des groupements d'entreprises pour répondre sur ces marchés et aussi à bien comprendre quels sont les enjeux et quelles sont les solutions à développer pour pouvoir réaliser ces rénovations énergétiques. Donc, Energy Sprong, qu'est-ce que c'est? C'est une démarche de massification de la rénovation énergétique. Et donc, c'est de la rénovation énergie zéro, garantie 30 ans. Donc là, vous retrouvez les 4 piliers Energy Sprong. Donc, le premier pilier, c'est bien la performance énergétique. Donc, on va être sur une performance très ambitieuse puisqu'on est sur du E égale 0. Donc, c'est-à-dire qu'on va d'abord réduire les consommations énergétiques d'en moyenne 70% avec une isolation thermique par l'extérieur. Et ensuite, on va produire de l'énergie renouvelable locale pour subvenir aux besoins de consommation d'énergie restante. Ensuite, donc le deuxième pilier, c'est, si on peut revenir sur la démarche Energy Sprong, donc le second pilier, c'est l'aspect économique. Donc, c'est une démarche qui se veut abordable. Donc, pour pouvoir répondre à ces ambitions de massification, il faut bien sûr que les propriétaires de ces bâtiments puissent réaliser ces rénovations. Et donc, c'est un montage économique qui se veut équilibré parce qu'on va financer les rénovations par les économies d'énergie qui vont être réalisées sur 30 ans, puisque le groupement d'entreprises qui réalise la rénovation va garantir la performance E égale 0 sur 30 ans. Et donc, on va bien avoir une réduction drastique de la facture énergétique. Et donc, c'est grâce à ces économies qu'on va aller financer les travaux initiaux. Ensuite, on a des objectifs également en termes de temps de rénovation, puisque si on veut atteindre les objectifs de massification, on ne peut pas se permettre de mettre 6 mois pour pouvoir rénover une maison individuelle. Donc, il y a des objectifs de temps très court de rénovation et également des rénovations qui sont faites en site occupé. Et donc, ça va permettre à la fois donc, de réduire les coûts de rénovation parce qu'on ne va pas avoir besoin de déloger les habitants pour pouvoir réaliser la rénovation énergétique. Et en plus, on va passer par des solutions qui sont préfabriquées en usine. Donc, il y a toute une modélisation du bâtiment existant avec une préfabrication des éléments pour pouvoir aller beaucoup plus vite pour réaliser la rénovation sur site. Et enfin, le quatrième pilier, c'est vraiment de mettre le locataire, l'occupant, au cœur de la démarche, puisque c'est vraiment à partir du moment où on a un locataire satisfait, on va avoir une rénovation réussite, parce que c'est lui qui vit dans ce bâtiment-là, et c'est lui qui va avoir un meilleur confort thermique, mais pas seulement, puisque la démarche Energy Sprong va également intégrer des rénovations intérieures comme la réfection des salles d'eau, donc la cuisine ou la salle de bain, par exemple. Et donc, l'occupant va vraiment être au cœur de cette démarche et bien intégré dans toutes les phases projet. Voilà globalement pour la rénovation Energy Sprong et ses grands piliers. Donc, ça se veut une démarche de massification de la rénovation énergétique qui soit à la fois performante, abordable, rapide et qui soit attractive pour les occupants de ces bâtiments et pour toutes les autres parties prenantes de ces rénovations. Et donc, pour bien comprendre l'action de l'équipe Energy Sprong, donc l'équipe Energy Sprong, c'est une équipe de développement de marché. Donc, en France, elle est portée par la société Greenflex. Et donc, on a répondu à 2 projets, donc le programme C2E et le programme Interreg Northwest Europe.
Et donc, c'est grâce à ces 2 programmes qu'on est financé pour pouvoir être facilitateur du développement de cette démarche à l'échelle nationale. Donc, c'est-à-dire qu'on va accompagner à la fois la demande, donc les propriétaires de ces bâtiments à rénover. Donc, actuellement, on travaille principalement avec les bailleurs sociaux parce que ça va permettre d'avoir des effets volume et d'aller vers cette massification de la rénovation. Et donc, on les accompagne dans le choix de leur parc à rénover et dans le lancement de ces marchés. Et on travaille également du côté de l'offre, donc dans l'accompagnement de l'ensemble des entreprises, donc toute la filière du bâtiment, qui va donc s'organiser en groupement d'entreprises pour pouvoir répondre sur ces marchés de rénovation. Et donc là, ça va être un accompagnement qui va être assez divers. Et donc, par exemple, on crée des clubs entreprises pour pouvoir créer de la dynamique régionale dans toutes les régions où on va avoir des marchés qui vont se lancer. Et donc là, on va faire des ateliers pour faire monter en compétence les entreprises sur le sujet. Et on a également lancé un concours d'innovation pour permettre aux entreprises de développer des solutions innovantes qui vont permettre de répondre à ce qui est une charge ambitieuse. On a plein d'autres actions que l'on réalise également et n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous souhaitez en savoir plus. Et donc pour finir, je préciserai juste les solutions que l'on développe dans le cadre des marchés Energy Strong. Donc, Florian, si tu peux passer à la slide suivante. Donc on a 3 macro-lots. Donc les macro-lots, ce qu'on va appeler les macro-lots, donc ça va être des façades préfabriquées donc qui vont contenir l'ossature, l'isolant, les ouvrants. Donc vraiment des façades qui sont complètement finalisées et qui viennent se fixer sur le bâtiment existant. Des toitures avec de la production d'énergie. Donc sachant qu'on est bien sur un cahier des charges avec des objectifs de performance et non pas des objectifs de moyens. Donc on n'impose pas les solutions qui vont être choisies par les groupements d'entreprise. Donc là, vous pouvez voir une solution sur la photo avec de la production photovoltaïque, mais ce n'est pas la seule solution qui pourrait être utilisée pour faire des rénovations énergétiques. Donc là, on a donc le module toiture avec production d'énergie. Et enfin, le module énergie qui va contenir l'ensemble des équipements techniques donc, qui vont permettre le chauffage, la ventilation et l'eau chaude sanitaire. Donc voilà, c'est les 3 macro-modules qui vont être préfabriqués et qui vont permettre d'aller beaucoup plus vite dans ces rénovations, mais aussi de réduire les coûts parce qu'on va avoir une industrialisation de ces solutions avec une fabrication à la chaîne. Donc, on se rapproche un peu des modèles de ce qui est fait aujourd'hui en automobile. Et donc, c'est vraiment vers ça qu'on veut tendre pour pouvoir atteindre ces objectifs à la fois en termes de délai, coût et qualité. Et je rajouterais juste on accompagne les entreprises pour standardiser leurs solutions. Donc, standardiser, ça ne veut pas dire qu'on va avoir une solution identique sur l'ensemble des bâtiments et que tous les bâtiments vont se ressembler. Non, mais c'est bien qu'on part sur des solutions qui vont pouvoir s'appliquer à un maximum de typologies de bâtiments. Et donc là, ça peut être de la maison individuelle, du collectif, des bâtiments éducatifs, etc. Et on va avoir donc 80% de standards et 20% de personnalisés, ce qui va permettre de s'adapter aux bâtiments existants, à ses besoins, et bien sûr de s'adapter également en termes architectural au PLU local. Voilà, donc maintenant je vais laisser la parole à Florian. N'hésitez pas, donc juste pour l'organisation de ce webinaire, donc vous avez un onglet questions dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions au fur et à mesure de la présentation, sachant que moi, je vais les regrouper, les analyser et je les poserai à Florian en fin de présentation. Vous avez également un onglet sondage. Donc, au cours de la présentation de Florian, il va vous poser des questions et vous pourrez aller y répondre dans l'onglet sondage. Et enfin, donc, la présentation va durer environ une demi-heure et on gardera une demi-heure pour répondre à vos questions. Voilà, donc Florian, je te laisse présenter l'évaluation des procédés de construction. Ah, Florian, on ne t'entend pas, le micro est coupé. Ah oui, et je voulais juste ajouter, pour toutes les questions qui vont concerner la démarche Energy Strong, je n'y répondrai pas dans le cadre de ce webinaire parce que là, on est vraiment
C'est vraiment uniquement sur l'évaluation aujourd'hui. Et n'hésitez pas, on va poster dans la partie chat le lien vers les webinaires qui ont été réalisés précédemment. Et donc, vous pouvez retrouver beaucoup d'informations dans ces webinaires sur la démarche Energy Spring de façon globale. Parfait. Merci Estelle. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Oui, c'est parfait. Parfait, merci. Alors, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire finalement sur l'évaluation des procédés de construction. Je vais commencer donc par me présenter. Je m'appelle Florian Ras, je suis chef du pôle évaluation et avis technique donc, au CSTB, notamment au sein donc, de la direction technique. J'assure également différentes missions comme membre du GCNORBA DTU, qui est le groupe de coordination et de normalisation du bâtiment. Également, je suis membre de la C2P, qui est la commission de prévention produits, en lien avec les assureurs. Je suis membre du bureau technique de l'OTA, qui est l'organisme d'évaluation technique européen. Et enfin, je suis secrétaire de la commission Sévalia Amiante pour le ministère, et notamment la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages. La présentation va se dérouler de la façon suivante, avec une introduction, puis je vous présenterai les différents acteurs de la construction. Viendront ensuite les prestations d'évaluation, avec l'appréciation technique d'expérimentation, qu'on nomme ATEX, l'avis technique, donc les ATEC et DTA, et l'évaluation technique européenne, nommée ETE. Enfin, la conclusion, avec une ouverture sur la certification. Donc, afin d'introduire ce webinaire, la première question que nous pouvons nous poser est finalement, comment amener une idée jusqu'au marché? Je vous ai mis un petit dessin qui montre finalement une personne qui a une idée, mais après, comment faire? À qui s'adresser? Alors, accompagner les acteurs de la construction pour qu'une innovation accède au marché, ce sont les missions quotidiennes du CSTB, du stade de l'idée, du concept, ou en phase R&D, avec des ingénieurs recherche et expertise. En fin de prototypage, pour une mise sur le marché, nous travaillerons avec des ingénieurs dits évaluation. Passons maintenant aux différents acteurs, avec le premier, néanmoins célèbre, les pouvoirs publics. Alors, les pouvoirs publics qui fixent finalement les réglementations, que ce soit les réglementations incendie, thermiques, sismiques, acoustiques, d'accessibilité, et encore. Alors le but étant de placer finalement au centre des préoccupations nationales la qualité des ouvrages. Alors cette qualité des ouvrages, elle va reposer finalement sur la qualité des produits et procédés mis en œuvre, via l'aptitude à l'emploi, la durabilité, etc. Mais l'évaluation, à qui est-elle destinée? À une multitude d'acteurs. Vous pouvez retrouver maître d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, avec les architectes, l'OPC, l'économiste, ou encore des bureaux d'études. Mais pas seulement. Vous retrouvez aussi les entreprises, les fabricants, les contrôleurs techniques, le coordinateur, également aussi les assureurs. Il y a également les autorités compétentes. Vous avez l'inspection du travail, la commission de sécurité et d'accessibilité, la caisse d'assurance retraite et de santé au travail, donc la CARSAT. Également, vous avez la CCFAT, qui est la commission chargée de formuler les avis techniques. On y reviendra un peu plus tard. Il y a aussi le CSTB, mais cette fois-ci en tant qu'acteur. Se pose maintenant la question de quel choix constructif et quel choix en termes de produits et procédés. Deux techniques complémentaires se succèdent. Vous avez d'un côté les techniques traditionnelles, qui sont régies par les NFDTU, les règles pro, les règles de calcul, parfois même des normes produits, marquage, CE par exemple, ou encore de la certification produit. Mais également des techniques dites non traditionnelles et classées dans les techniques innovantes. Alors ces techniques sont évaluées
via l'appréciation technique d'expérimentation, donc les ATEX, les avis techniques, ou encore l'évaluation technique européenne. Il y a encore d'autres méthodes pour évaluer, mais ce n'est pas le sujet de cette présentation. Passons maintenant à l'accompagnement. Si vous souhaitez revoir des éléments complémentaires à la présentation, des vidéos sont disponibles sur le site évaluation du CSTB. Les thématiques abordées sont les suivantes. La distinction entre le traditionnel et l'innovant. Sur l'évaluation technique et son caractère obligatoire ou non. Sur quand et comment organiser votre démarche d'évaluation. Sur son prix. Et enfin, sur les procédures d'évaluation que nous sommes en train de découvrir. Passons maintenant au cadre des prestations d'évaluation. L'évaluation des innovations. Elle est attribuée au terme d'un consensus au sein d'un groupe d'experts. Évidemment, dans un domaine d'emploi défini et pour des conditions de mise en œuvre définies. Elle apporte également aux acteurs de la construction des informations fiables sur le niveau de performance, sur la durabilité des composants, que ce soit les procédés, les matériaux, les éléments ou encore les équipements. Le site évaluation.cstb.fr vous permet d'avoir accès aux évaluations publiées et valides de manière libre et gratuite. Passons maintenant aux principales évaluations. Quelles sont-elles? Il y a les appréciations techniques d'expérimentation, donc ATEX, également les avis techniques, donc dit ATEC, et les évaluations techniques européennes, dites ETE. Commençons donc par l'appréciation technique d'expérimentation. Parce que les maîtres d'œuvre et les assureurs manquent parfois d'éléments pour apprécier les risques encourus et que les contrôleurs techniques peuvent hésiter, soit à accompagner les maîtres d'ouvrage dans l'aventure de l'expérimentation, ou encore la mise au point d'une nouveauté. L'appréciation technique d'expérimentation, les ATEX, est mise à disposition des innovateurs pour les aider à promouvoir des produits et procédés nouveaux. Soucieux de recueillir une opinion éclairée sur des techniques qu'ils créent, les constructeurs et concepteurs recourent de plus en plus à cette procédure. Elle facilite l'exécution de premières réalisations dans les meilleures conditions. Elle constitue l'antichambre de l'avis technique. L'ATEX a été créée à l'initiative du CSTB et des acteurs de la construction, notamment les contrôleurs techniques. L'ATEX, qu'est-ce que c'est? C'est une procédure d'évaluation technique rapide et volontaire. Elle est formulée par un groupe d'experts sur tout produit, procédé ou équipement innovant. Elle facilite l'intégration des expérimentations dans la construction. Elle favorise l'identification des risques et leur prévention en permettant aux assureurs de les prendre en compte en connaissance de cause. Le but est d'inciter les maîtres d'ouvrage à favoriser l'expérimentation, mais aussi de favoriser le recours aux ouvertures réglementaires. Cette évaluation est souvent utilisée, soit en préalable d'un avis technique, car elle permet des premiers retours d'expérience sur la mise en œuvre des procédés, ou alors pour des projets uniques. Je vais vous présenter maintenant les différents types d'ATEX. Vous avez l'ATEX de cas A, qui vise un produit ou un procédé appliqué sur différents chantiers pendant une durée limitée et déterminée. L'ATEX de cas B, qui concerne un projet de réalisation identifié, c'est-à-dire l'application d'une technique constructive sur un chantier précis à réaliser. Et enfin,
latex de Cassé, qui s'applique à une nouvelle réalisation expérimentale d'une ou plusieurs techniques ayant préalablement fait l'objet d'une latex de KB, mais à caractère favorable. Selon vous, combien y a-t-il de familles de produits pour les ATEX? 22, 23, 28? Je vous laisse participer au petit sondage sur le chat. Alors, j'attends encore quelques minutes pour donner les résultats du sondage. Ça varie beaucoup. Ça commence à se stabiliser. Pour l'instant, on est à 50% qui nous disent 28. 28 familles de produits. Très bien. Donc, je vais vous montrer la réponse. Il y a 22 familles de produits. Les familles de produits sont réparties par thématique. Pour chaque ATEX, un comité d'experts particulier est réuni en fonction des besoins de chaque procédé. Je vais maintenant vous citer quelques exemples d'ATEX, comme des ATEX de façade légère, de verrière, de plancher réversible, d'étanchéité de toiture ou encore de renforcement des structures. Sur ces 4 projets, je vais vous donner quelques détails. Le premier représente les écailles composites de l'U-Arena, en haut à gauche. C'est une structure béton de l'ouvrage qui est revêtue de cassettes opaques, transparentes ou mixtes, faisant appel à des panneaux composites bombés ou plans, ainsi que du verre sérigraphié. Restons dans le verre. Passons en bas à gauche à la façade transparente de la faculté de médecine de Montpellier, qui est un vitrage agrafé et empilé. Ce vitrage est fait de panneaux de verre maintenus par des raidisseurs en verre toute hauteur. Sur d'autres sujets, nous allons partir en haut à droite avec un système de bardage bois reconstitué. Nouvelle solution d'habillage de façade en bardage bois reconstitué, avec ou sans ITE, qui autorise finalement des applications extérieures, pérennes et sans entretien. Et enfin, un autre exemple, la couverture en coussin d'air, qui épouse la forme ondulée de la charpente métallique de la gare de Rosa Parks à Paris. Les coussins d'air sont sertis à l'aide de profilés en aluminium boulonnés sur la structure acier pour la réalisation des abris sur les quais. Passons maintenant aux chiffres. Il faut savoir que 100 ATEX sont délivrés chaque année, à l'origine desquels, le plus souvent, l'entreprise intervenant sur le chantier correspondant. En 1982, 2250 ATEX ont été formulés. Le prix. Alors, les prix sont variables selon la taille du projet. Néanmoins, on peut retrouver une fourchette pour les ATEX de KA allant de 14 à 20 000 euros. Pour les ATEX KB, nous nous situerons entre 8 et 11 000 euros. Et enfin, pour les ATEX de KC, aux alentours de 3 200 euros. Passons au délai. Le CSTB a 15 jours pour répondre à la faisabilité de l'ATEX, mais également de définir les justifications particulières sur la base d'un premier dossier technique déposé par un demandeur. À titre d'information, le délai de montage d'un dossier technique par un demandeur est en moyenne de 6 mois, mais cela peut varier entre 1 à 12 mois en fonction des demandeurs. Entre la réception de ce dossier définitif et la commission d'ATEX, il y a un délai d'1 mois. Et enfin, 10 jours ouvrables pour l'envoi de l'ATEX après la commission. Au total, au plus court, nous pouvons avoir 6 mois pour obtenir une ATEX.
Maintenant, pour quelle durée de validité? Un texte de cas va être défini au cas par cas. Couramment, nous oscillons entre 2 et 3 ans de durée de validité. Enfin, vous l'avez bien compris, pour une texte de KB et de KC, nous ne parlons pas de durée de validité, car elles sont relatives à un projet propre. Ce qui nous amène logiquement à parler maintenant des avis techniques. L'avis technique, ou DTA. Pour information, un produit possédant une évaluation technique européenne sera estampillé DTA. Nous reviendrons après sur l'évaluation technique européenne. À l'inverse, si le produit n'en a pas, le procédé sera sous avis technique. L'avis technique, ou ATEC, désigne l'avis formulé par un groupe d'experts représentatif des professions, qui est appelé groupe spécialisé ou GS. Cet avis portera sur l'aptitude à l'emploi des procédés innovants de construction. Les avis techniques sont délivrés par la commission chargée de formuler les avis techniques, donc la CCFAT, selon l'article 8 de l'arrêté du 21 mars 2012. L'avis technique est une procédure volontaire permettant à un fabricant de vérifier que son produit ou procédé est conforme à la réglementation et permet de construire un ouvrage stable et pérenne. Cette procédure permet de développer le recours à des produits et procédés innovants dans le domaine du bâtiment. Sur le même principe que précédemment, selon vous, combien y a-t-il de groupes spécialisés? 23? 28? Alors, j'attends encore quelques minutes. Pour l'instant, on est entre 22 ou 23. Une majorité de 22 pour le moment, donc ce serait le même nombre de groupes spécialisés que de familles de produits pour les avis d'expérimentation. Je vais lever le mystère. 50% effectivement pour le 22. Vous êtes vraiment pas loin. Ils sont en hausse de 23. Pas depuis longtemps, ils étaient à 22, mais ils sont passés à 23 dernièrement. Les groupes spécialisés sont constitués d'experts, comme on l'a dit, représentant les différentes professions du bâtiment. Nous y retrouvons des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des architectes, des ingénieurs conseils, les bureaux d'études, également des contrôleurs techniques, des entrepreneurs, des organismes de recherche et des laboratoires, ainsi que des organismes de normalisation. Ils sont nommés par la commission chargée de formuler les avis techniques, dite CCFAT. Voici le détail de tous ces groupes spécialisés que je vais vous présenter. Vous y retrouverez les GS 2.1, 2.2, 2.3, qui sont des GS sur la thématique du bardage et de la façade. Les GS 3.1, 3.2, 3.3, qui sont des GS à dominante structuriste. Les GS 5.1 et 5.2, qui traitent de la couverture et de l'étanchéité. Le GS 6, qui est en charge des baies et vitrages, et le GS 7 relatif aux éthiques notamment. S'en vient ensuite le GS 9, relatif aux procédés de second œuvre, le GS 12 et 13, portant sur les revêtements de sol et la mise en œuvre, le GS 14.1, qui traite des systèmes de canalisation, les GS 14.2, 14.4 et 14.5, qui sont, eux, orientés sur les équipements de combustion, de solaire thermique ou de ventilation.
Le GS 16 traitera de la maçonnerie. Les GS 17.1, 17.2 et 19 traitent des réseaux et de l'épuration. Et enfin, les GS 20 et 21 traitant respectivement de l'isolation et du photovoltaïque. Je vous ai dit que les GS étaient passés de 22 à 23. Le dernier né est le GS 2.3, traitant des panneaux sandwich. Passons maintenant à quelques exemples d'avis techniques reliés au projet EnergySprong. Au même titre que les ATEX, il est possible de développer un avis technique permettant de s'intégrer au projet EnergySprong. Nous pouvons prendre comme exemple la société Systovi qui intègre dans le module toiture, donc, un ATEC du GS 21, donc le GS photovoltaïque. Ou encore la société Vetison qui intègre cette fois dans le module façade intégrée un ATEC du GS 2.2, donc le GS bardage. Passons maintenant à quelques chiffres. La CCFAT délivre chaque année environ 800 avis techniques, pour un total de 2400 avis techniques valides. Près de 60% des titulaires d'avis techniques sont des PME de moins de 250 salariés. Près de 30% des titulaires d'avis techniques sont des entreprises domiciliées à l'étranger. Pour le prix, le barème étant très variable en fonction des familles d'avis techniques, vous en doutez, je vous ai mis un lien vers le barème en PDF. Néanmoins, en 2019, le prix moyen pour un avis technique était de 12 000 €. Sachant que, pour faciliter la reconnaissance des innovations aux TPE et PME, une réduction de 30% leur est accordée lors de la première demande. Enfin, les délais. Le délai moyen d'obtention d'un avis technique en 2018 était de 7,5 mois. Et enfin, la durée de validité, elle va de 2 à 7 ans. Passons maintenant à l'un des derniers volets, l'évaluation technique européenne. L'évaluation technique européenne, elle a été mise en place par le règlement des produits de construction. Elle succède, pour ceux qui connaissent, aux agréments techniques européens, anciennement dits ATE. L'ETE est utilisé par les fabricants pour établir une déclaration de performance et marquer CE les produits conformes. Le but d'une ETE est finalement d'obtenir le marquage CE, qui, lui, est un véritable passeport pour votre produit dans l'Union européenne. Passons maintenant au cadre. La démarche de demande d'ETE est une démarche volontaire, nécessaire pour établir une déclaration de performance et apposer le marquage CE sur un produit non couvert ou non totalement couvert par une norme européenne harmonisée. Un produit couvert par une norme harmonisée impose une déclaration de performance et donc un marquage CE. C'est obligatoire et cela ne nécessite pas de faire au préalable une ETE. Lorsqu'un produit est non couvert ou non totalement couvert par une norme européenne harmonisée, il est possible de faire une ETE. Celle-ci va reposer sur un DE, qu'on appelle un document d'évaluation européen. S'ensuit ensuite une déclaration des performances, puis le marquage CE. Seront alors valorisées et reconnues dans l'Union européenne les caractéristiques essentielles suivantes: la résistance mécanique et la stabilité, la sécurité en cas d'incendie, l'hygiène, la santé et l'environnement,
la sécurité d'utilisation et l'accessibilité, la protection contre le bruit, l'économie d'énergie et l'isolation thermique, et enfin l'utilisation durable des ressources naturelles. Dernier sondage. Selon vous, combien y a-t-il de familles de produits pour les ETE? 22? 23? 28? Je vous laisse participer au petit sondage. Alors, pour l'instant, on a une majorité de 28. J'attends encore un peu que tout le monde puisse répondre. On est à plus de 70% pour 28. On dépasse même la date de 80%, donc je pense que, voilà, clairement, on est sur 28. Le CSTB vous accompagne sur 28 domaines de désignation pour les produits de construction. Pour s'assurer de la constance des performances du produit, l'évaluation technique européenne définit aussi les dispositions du système d'évaluation et de vérification de la constance des performances. On les appelle les AVCP ou encore EVCP. Le fabricant devra le suivre en fonction du niveau de certification du produit, supervisé ou non par un organisme accrédité. Je vous ai mis un petit nota bene. Une évaluation technique européenne est généralement réalisée pour un produit seul, mais il est possible de l'établir pour un kit. Allons donc voir plus loin. Définissons ce qu'est un kit, selon l'article 2.2 du RPC, qui est le règlement des produits de construction. Un produit de construction devra être mis sur le marché par un seul fabricant, sous la forme d'un ensemble constitué d'au moins 2 éléments séparés, qui nécessitent d'être assemblés pour être installés dans l'ouvrage de construction. Dans le cas présenté, un système DTX ou ITE, le kit sera composé d'un isolant, par exemple PSE, d'un enduit, d'une trame, encore même de fixation. L'ensemble de ce kit devra être commercialisé par un seul fabricant et surtout être proposé et vendu à un acheteur en une seule transaction. Ce kit sera incorporé dans l'ouvrage et sera donc un système assemblé, ou alors une partie d'un ouvrage satisfaisant les EFAO, qui sont les exigences fondamentales applicables à l'ouvrage. Encore une fois, selon le RPC. Passons maintenant, sur le même principe que précédemment, au prix, au délai et aux durées de validité. L'évaluation technique européenne est une démarche volontaire, adoptée sur la base de documents d'évaluation validés par des experts techniques de tous les pays d'Europe. Elle est faite en appui de l'OTA et de la Commission européenne. Son prix s'articule entre 9 500 et 13 000 euros. Les délais, sans la réaction du DE, qui est le document d'évaluation européen, est approximativement de 2 mois. Et cette fois-ci, pour la durée de validité, le TE a une durée de validité illimitée. En conclusion, l'évaluation. Pour qui et pour quelle portée? Qui peut en faire la demande? Pour les avis techniques, uniquement les détenteurs du procédé. Pour les ATEX, quiconque. Pour les évaluations techniques européennes, les fabricants ou les distributeurs. Pour quelle zone géographique? Pour les avis techniques, en France métropolitaine et Drôme. Ce sera variable en fonction des choix du titulaire. Pour les ATEX, on l'a dit, défini au cas par cas.
Et enfin, les évaluations techniques européennes dans l'espace économique européen. Revenons maintenant sur les durées, on l'a dit. Pour les avis techniques, entre 2 et 7 ans. Pour les ATEX définis au cas par cas, rappelez-vous, sauf pour les ATEX KB et KC. Et enfin, pour les ETE, une durée de vie illimitée. Enfin, je souhaitais ouvrir à la certification. La certification qui atteste que les caractéristiques d'une offre sont conformes à celles décrites dans un référentiel. Référentiel qui est établi avec l'ensemble des parties prenantes. Ce signe de qualité vise à donner confiance aux utilisateurs dans les atouts d'une offre en lien avec les attentes ciblées du marché. La portée d'une certification concerne tous les produits pour lesquels il existe un référentiel de certification au sens du Code de la consommation. L'objectif est d'apporter une preuve objective que la fabrication des produits fasse l'objet d'un suivi permettant d'assurer la constance des performances des produits. Enfin, le livrable sera un certificat délivré par l'organisme de certification accrédité. Cette accréditation est obligatoire. Le certificat est généralement délivré pour 1 an. J'attire votre attention qu'une certification ne vise pas la mise en œuvre. Elle ne constitue donc pas une évaluation de l'aptitude à l'emploi d'un produit ou procédé dans un ouvrage. La certification volontaire est à distinguer du marquage CE, qui est obligatoire pour les produits visés par une norme européenne harmonisée, comme on l'a vu précédemment. Dans le cadre du projet EnergySprong, le parcours le plus logique pour l'évaluation d'un procédé sera donc de privilégier le passage par une ou plusieurs appréciations techniques d'expérimentation, de KB, puis éventuellement de KC, lorsque la mise en œuvre suit la même logique et la même technique. Enfin, une ATEX KA pourra être envisagée. On l'a dit précédemment, l'ATEX KA étant l'antichambre de l'avis technique. S'en suivra alors la réflexion du développement d'un avis technique. La tech permettra d'incorporer différentes méthodes de mise en œuvre, mais aussi d'ouvrir à une utilisation dans différents types de bâtiments, comme de l'habitation, de la rénovation, du neuf, du logement collectif, etc., en fonction du domaine d'emploi. Pensez également que l'évaluation technique européenne vous permettra de valoriser les caractéristiques techniques de votre produit, seul, ou comme on l'a vu, sous forme de kit. Je vous remercie. Je suis maintenant disponible, Estelle et moi-même, pour répondre à vos questions. Beaucoup, Florian. Donc, juste pour être sûr d'avoir bien compris en conclusion, pour les entreprises qui souhaiteraient répondre sur les marchés EnergySprong et notamment pour les candidats du concours d'innovation donc qui ont développé ces fameuses solutions complètement intégrées pour répondre sur les prochains marchés. Donc, idéalement, comme c'est des nouveaux produits constructifs, donc ce que tu recommandes, donc, c'est d'abord de faire un ATEX de KB, donc pour le premier démonstrateur. Exactement, partir sur une ATEX KB. Oui. Voilà. Ensuite, si on refait une autre opération qui est similaire à la première opération, on peut passer par une ATEX KC. Donc, dans ce cas-là, on va réutiliser… Si seulement la localisation change et que la mise en œuvre et le procédé ne changent pas, il est possible de passer d'une ATEX de KB à une ATEX de KC. Okay. Évidemment, nous ne pouvons pas faire une ATEX KC sans avoir au préalable fait une ATEX KB. D'accord. Et donc ensuite, si on a le produit qui est utilisé sur une autre typologie de bâtiment ou voilà, qu'on a des modifications qui sont
qui sont quand même assez prenantes par rapport à la première opération qu'on avait faite. Là, et on se dit qu'on a éprouvé notre solution sur plusieurs démonstrateurs. Maintenant, on veut la dupliquer sur d'autres bâtiments ou d'autres zones géographiques. Là, ça peut valoir le coup d'aller sur une ATEX de cas A. Et ensuite, quand on passe vraiment en mode industrialisation, et donc là, on est sûr que notre produit est complètement abouti, on va plutôt passer par un ATEC qui va nous permettre, comme tu le disais très bien, de pouvoir le mettre sur différentes typologies de bâtiments, dans différentes zones géographiques, et de là, de pouvoir vraiment être adapté à toutes les situations. Exactement. OK. Donc, j'avais une demande de précision sur comment on va pouvoir réutiliser justement les informations, donc tout ce qui aura été fait dans le cadre d'un ATEX de cas B, puis C, puis A, puis l'avis technique. Est-ce qu'on va pouvoir réutiliser les informations pour pas redémarrer de zéro à chaque fois qu'on va vouloir faire ces nouvelles évaluations? Bien sûr. Le but étant pas de redémontrer ce qu'on a déjà démontré une première fois. Après, toute étude technique va conduire soit à rentrer dans le cadre d'une ATEX de KB, ou alors, comme on l'a dit tout à l'heure, si le procédé est exactement mis en œuvre de la même façon, et seulement la localisation change avec les mêmes prérequis, il est possible de passer sur une ATEX de KC. OK. Et du coup, il y a une question aussi sur comment capitaliser sur ces avis techniques et comment faire bénéficier à la filière la capitalisation des avis techniques pour accélérer l'innovation? Qu'est-ce qu'on entend par capitalisation? Sûrement, si on a une solution par rapport à une autre, des ressemblances, est-ce qu'on pourrait imaginer une capitalisation de l'information pour pouvoir accélérer les évaluations et ne pas avoir chacun à recommencer à zéro, mais pouvoir bénéficier à chaque fois de ce qui a pu être fait sur les précédentes évaluations? Bien sûr. Quand un produit est innovant, la première question qu'on se pose, c'est surtout de savoir comment est-ce que je peux l'évaluer, selon quel référentiel, selon quels critères. Alors c'est vrai que le premier qui arrive avec les ouvertures de famille, souvent c'est plus difficile. Néanmoins, il faut toujours un premier. Une fois qu'il est là, on définit des attentes qui sont également aussi discutées au sein des groupes spécialisés avec des experts. S'ensuit ensuite, finalement, l'écriture de référentiel et puis de liste minimale en fait d'éléments de preuve. Une fois que c'est écrit, tout demandeur en fait se doit de la respecter pour pouvoir après être qualifié et donc être évalué. Okay. Il y a une remarque sur le fait que les dossiers sont souvent pour les entreprises, le fait de faire des évaluations, c'est souvent coûteux et demande un certain délai. Est-ce que tu as des recommandations pour pouvoir gagner en temps et gagner en coût pour les entreprises? Je peux en avoir une et je peux entendre aussi cette remarque qui est souvent remontée. Alors, en termes de coûts, nous avons souhaité de toute façon jouer la transparence des coûts. C'est pour ça que ce barème est aujourd'hui public et accepté aussi par la CCFAT. Ce qu'on entend souvent par coût, c'est souvent par coût global. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'industriel, de temps en temps, on se retrouve face à la problématique, en fait, finalement, de se dire, j'ai le coût de la vie technique, mais j'ai aussi le coût des essais. Alors, faut distinguer ces deux champs qui sont très variables. Après, pour gagner en efficacité, ce que je vous invite tous à faire, c'est de consulter Okapi, qui est un outil de capitalisation qui aujourd'hui est mis à disposition du grand public pour finalement savoir, en fonction de son produit et de la famille dans laquelle il rentre finalement, quelles sont les listes d'éléments de preuve que je vais devoir fournir. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas préjuger de la qualité ou du niveau de performance que peut atteindre un produit en fonction des résultats d'essai. Merci. Une autre question qui est sur est-ce que lorsqu'on fait une demande d'avis d'expérimentation ou d'avis technique, est-ce que la réponse est binaire, accepter ou refuser, ou est-ce qu'il y a un dialogue pour venir compléter, amender le projet
pour qu'il soit validé? Dans tous les cas, on ne peut pas refuser une évaluation. Sinon, ça voudrait dire qu'on ne fait plus du tout d'innovation dans le domaine du bâtiment. Les premières questions à se poser, c'est de savoir en fait finalement si ça rentre dans le domaine traditionnel ou si ça ne rentre pas dans le domaine traditionnel. Si ça ne rentre pas dans le domaine traditionnel, on est soumis donc à une évaluation à caractère innovant et donc qui finalement peut être évaluée soit par une ATEX, soit par un avis technique, en effet. Donc, il y a bien il y a un dialogue jusqu'à ce que la solution soit bien validée. Dans tous les cas, on est forcé d'avoir un dialogue et un échange. Après, les seuls freins qu'il peut y avoir, ça peut être simplement au niveau de l'aboutissement et de où est-ce qu'on en est avec le procédé. C'est pour ça qu'en fait, au préalable, quand on est encore qu'en stade de R&D, on l'a vu au début de la présentation, nous sommes plutôt en fait en relation avec des ingénieurs qui sont plutôt en termes de recherche et d'expertise. Et une fois que le produit est un petit peu plus loin et qu'on sait qu'il est potentiellement, je veux dire, abouti, dans ce cas-là, après, on passe à l'évaluation. Voilà. C'est cette frontière qu'il faut bien déterminer. Et dans ce cas-là, oui, on peut en discuter. OK. Il y avait une question concernant les avis d'expérimentation. Est-ce qu'il est indispensable d'avoir un maître d'ouvrage qui accepte de prendre le risque avec un produit qui n'a pas fait l'objet d'avis technique, mais simplement d'essais en laboratoire? De toute façon, le but d'une ATEX, finalement, c'est également d'apprécier les risques et puis surtout d'avoir un comité qui a mesuré ces risques et qui finalement les a calculés et a fait en sorte que je ne veux pas dire que le procédé soit verrouillé parce que ça serait très réducteur, mais que le procédé soit limité et soit finalement conforme et puisse être mis en œuvre dans un domaine d'emploi bien déterminé. C'est pour ça que l'ATEX reste assez ciblé, alors que la vie technique va avoir un domaine d'emploi qui va être plus large. Et toi, de ton expérience, le fait que le CSTB remette un avis d'expérimentation, ça suffit à rassurer les maîtrises d'ouvrage et à permettre le déploiement de ces innovations? Oui. Okay. Ensuite, j'ai une question sur l'enquête technique nouvelle, l'ETN. Quelle est la différence entre les différents types d'évaluations qui ont été présentées et cette ETN? Alors les différences, en fait, ce ne sont pas du tout je veux dire, les mêmes évaluations au niveau des ATEX et de la vie technique. On va avoir un comité. D'accord. Les ETN, c'est pas forcément le cas et on ne vient pas à un consensus pour évaluer ces techniques et ne sont pas aussi facilement reconnaissables par les assureurs finalement. Ok, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ce que c'était. C'est réalisé par qui les ETN? Par le CSTB également. Mais après, la question par rapport, c'est vrai, au projet EnergySprong, c'est de savoir comment les projets vont pouvoir être reconnus finalement d'un point de vue assurabilité. Et c'est pour ça qu'on s'est cantonné qu'à nous présenter ces trois évaluations-là. Donc, le CSTB propose également des appréciations techniques de transition. Oui, les ATT, oui. Depuis 2 ans. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, les ATT, finalement, pourquoi est-ce que ça a été mis en place? Le but de l'ATT, c'est de se dire à un moment donné, qu'est-ce que je fais quand on arrive à une fin de validité de la vie technique et que derrière, finalement, le DTU n'est pas encore sorti. Alors, le CSTB a essayé de proposer une évaluation, finalement, d'accompagnement de cette zone grise, en fait, pour permettre aux industriels d'avoir toujours un document sur lequel se raccrocher. Après, c'est vrai que de nombreuses discussions sont même toujours en cours sur la reconnaissance en fait et le statut de ce document. Voilà, c'était l'histoire en fait comme d'amener une solution ou d'essayer de répondre finalement à des besoins remontés par les industriels. D'accord. Alors, j'ai des nouvelles questions. Donc, j'ai un exemple pris pour des menuiseries extérieures. Une norme harmonisée pour les performances, donc marquage CE, une norme nationale pour la conception du produit,
pas de référentiel européen de type ETAG. Donc, pour créer un produit répondant aux exigences à la fois DIN et NF, comment passer un ETE dans un tel contexte? Alors, c'est une question très précise. Alors, le souci, quand on n'a pas finalement de référentiel et qu'on oscille, même avec des normes DIN, et qu'il n'y a pas des tags, finalement, on va être amené à la rédaction du DE, donc qui est le document d'évaluation européen. C'est une démarche finalement qui peut être enclenchée que par certains organismes au niveau européen. Aujourd'hui, c'est une démarche qui prend du temps parce qu'il y a la Commission européenne finalement qui les valide et qui les publie au journal officiel. C'est vrai que les délais peuvent être allongés, mais c'est vrai que dans ce cas précis, je ne vois pas de prime abord, en tout cas, d'autres solutions que de passer par la rédaction de ce type de document pour obtenir après derrière une ETE. D'accord. C'était très précis comme question aussi. C'est ça, c'était très, très précis. J'ai une autre question plus large cette fois. Donc, on avait présenté en conclusion les différentes étapes qu'on recommande si on a vraiment une solution innovante. Donc, d'abord passer par un ATEX KB, KC, puis KA et enfin un ATEC. Donc, se pose la question après de l'addition des coûts de chacune de ces étapes-là. Et pourquoi on ne passerait pas directement par une ATEC finalement? Alors, quand on passe par l'ATEX, au préalable, c'est qu'on n'a pas suffisamment de référents chantier. Quand on veut passer à l'avis technique, le prérequis, de toute façon, c'est d'avoir au moins une expérience chantier réussie. Certains groupes spécialisés vont demander un peu plus d'une. Donc, c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'on doit passer au préalable par une ATEX. Oui, donc, ça permet de tester les solutions, exactement, de les approuver et ensuite, on peut justifier du fait qu'on fait un avis technique plus global. Après, attention, hein, le but de l'ATEX, c'est aussi un petit peu de faciliter les choses. Pourquoi? Parce que le domaine d'emploi va être réduit et ça va être sur une façon bien précise, en fait, de traiter le procédé. Voilà, c'est vrai que l'ATEX ouvre à beaucoup plus large. C'est pour ça que de prime abord, quand on arrive avec un produit ou procédé et que malheureusement, on défend prendre, ce qui peut arriver, c'est quand même plus facile d'appréhender l'ATEX que d'appréhender la vie technique de prime abord. Et puis surtout, pour une solution qu'on vient de développer, ça va permettre aussi de la mettre en œuvre plus rapidement, puisque les délais sont plus courts. Oui. Donc, ça va permettre de le tester plus rapidement sur le chantier et de venir le faire évoluer au fur et à mesure des mises en œuvre jusqu'à effectivement l'opportunité de faire un avis technique. Exactement. J'ai une dernière question. Un produit sous ETE, la partie technique est validée et reprise entièrement par les commissions, ou peut-on être demandé d'apporter des preuves complémentaires, je pense, de l'ETE? Peut-il avoir des valeurs de résistance différentes entre un pays et un autre? Alors, c'est une très bonne question. Et ça me permet de faire une jonction aussi entre les avis techniques et les DTA. Donc, on l'a dit tout à l'heure, je suis passé dessus aussi. Il y a un distinguo à faire entre un avis technique et un DTA. La finalité est la même, sauf qu'on a souhaité mettre et proposer deux noms différents. Alors pourquoi? Parce qu'on l'a dit, un produit sous DTA est un produit finalement, un procédé sous DTA est un produit qui a une ETE au préalable. Alors comme on l'a dit, quand on fait une évaluation technique européenne, on se doit et on va valider des caractéristiques. Ces caractéristiques, en fait, finalement, même si l'essai a été fait en Allemagne, elle va nous donner un résultat. Le fait d'avoir une évaluation technique européenne ne remet pas du tout ça en cause. C'est-à-dire qu'on peut venir après avec notre ETE et dire, voilà, en France, regardez, j'ai telle valeur. Le laboratoire français, peu importe lequel, doit entendre et de toute façon doit accepter cette valeur et cet essai validé au niveau européen. C'est pour ça qu'un suivi très important est fait, notamment dans les documents d'évaluation européens, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ces documents sont validés par des experts de toute l'Union européenne et ils sont mis en place des méthodes d'essai et d'évaluation. Donc, c'est sûr que si on fait un essai qui met tous les experts d'Europe d'accord, dans tous les pays, ils se doivent d'être acceptés. D'accord?
Une dernière question, c'est quelles sont les positions des bureaux de contrôle sur les procédés qui ont été présentés? Alors, c'est assez vaste comme question. Oui, c'est assez vaste. Bah, de toute façon, après, un procédé sous avis technique ou sous ATEX est accepté sans réel problème, du moins à ma connaissance. Parce que c'est plutôt peut-être l'inverse qui peut être intéressant d'échanger. Est-ce qu'un procédé peut être accepté alors qu'il n'a pas d'ATEX ou C'est ça, d'avis c'est technique? comme on avait parlé d'une démarche qui est volontaire, si jamais on ne passe pas par une évaluation, est-ce que le bureau de contrôle va lui valider cette solution? Et on peut également parler des assurances peut-être. Et donc, Alors, je n'ai pas forcément abordé le volet assurantiel. Mais c'est vrai que de toute façon, un procédé qui n'est pas sous évaluation, parce que, comme on l'a dit, ce sont des démarches qui ne sont pas obligatoires et qui sont volontaires, peut être reconnu et peut être mis en œuvre. Il y a plein de choses. Hein. Néanmoins, c'est vrai que les acteurs sont un peu plus réticents à valider un produit ou procédé qui n'a pas été soumis à une évaluation et vu finalement par des experts. Mais il est tout à fait possible d'avoir sur le marché des produits qui ne sont pas sous ce type d'évaluation. très bien. J'ai une dernière question. Donc là, on reparle des solutions Energiesprong. Donc, on a des solutions Energiesprong qui ont été développées aux Pays-Bas par des entreprises néerlandaises. Et donc, elles ont probablement été certifiées sous avis technique ou sous ETE. Est-ce que ça signifie qu'elles sont utilisables telles quelles en France? Alors, comme on l'a dit, un procédé sous ETE, de toute façon, valide des caractéristiques. Ces caractéristiques sont reconnues au niveau européen, donc de toute façon, sont reconnues également en France. Voilà. Après, un avis technique néerlandais, je n'en connais pas. L'avis technique est pour le marché français. D'accord. Donc, s'il a un avis technique, c'est qu'il est utilisable en France, c'est certain. Ok. Oui, je pense que c'était l'équivalent. Ce n'est pas le vocabulaire qu'ils utilisent là-bas. Ok, ben, je pense qu'on a fait le tour des questions et puis on est à l'heure. Ça s'est terminé depuis 5 minutes. Donc, merci beaucoup, Florian, pour ta présentation. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. J'espère que ça a répondu globalement à vos attentes. On a enregistré ce webinaire, donc il sera à disposition en replay et donc il sera envoyé à tous les participants. Et on va également rédiger une synthèse de questions-réponses, donc avec les questions qui ont été posées sur le chat. Donc voilà, on vous enverra tout ça et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, que ce soit sur la démarche Energiesprong ou sur les évaluations techniques, à vous rapprocher de Florian ou de moi-même. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.